Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer d'entamer la physiologie digestive. Ce premier cours va porter sur des généralités d'abord. Ensuite, on va consacrer une belle partie de ce cours pour parler de la phase bucco-œsophagienne. C'est-à-dire, on va parler de ce qui se passe au niveau de la bouche et au niveau de l'œsophage. Et vous aurez ensuite des séances en fonction d'organes. La séance prochaine sera consacrée pour la physiologie gastrique, c'est-à-dire la phase gastrique, ce qui se passe au niveau de l'estomac. Ensuite, on va traiter ensemble ce qui se passe au niveau de l'intestin grêle, ensuite le gros intestin, etc. Donc, aujourd'hui, on va faire des généralités et bien sûr, on va faire un petit rappel anatomique, sachant que vous avez fait l'anatomie, donc on va juste survoler l'anatomie digestive, un peu d'histologie. Ensuite, on parlera de la fonction globale du tube digestif, et sachant qu'il y a 4 fonctions élémentaires qui composent cette fonction globale. Donc, il y a la motricité, il y a la sécrétion, il y a la digestion, proprement dite, et bien entendu l'absorption. Ensuite, on va entamer la phase bucco-œsophagienne. Alors, comme rappel anatomique, vous avez fait l'anatomie, vous savez que le système digestif dans son ensemble est composé donc d'un tractus gastro-intestinal, c'est-à-dire un tube digestif qui s'étale de la bouche jusqu'à l'anus, en passant par le pharynx, l'œsophage. Ensuite, vous avez l'estomac dans la cavité abdominale. Ensuite, vous avez l'intestin grêle et enfin le gros intestin qui se termine par le rectum et l'anus. Ça, c'est le tractus gastro-intestinal ou bien le tube digestif. Mais à côté de ce tube digestif, il y a ce qu'on appelle les organes annexes. Et ces organes annexes sont présentés par les glandes, à savoir les glandes salivaires au niveau de la cavité buccale, on va en parler tout à l'heure. Ensuite, au niveau abdominal, il y a la cavité hépatique, donc il y a le foie, qui déverse son contenu dans la vésicule biliaire, et il y a également le pancréas, donc qui se retrouve ici derrière l'estomac. Donc voilà les glandes hépatiques et pancréatiques qui s'articulent avec ce tractus gastro-intestinal pour déverser leurs sécrétions exocrines dans la lumière de ce tube digestif afin d'assurer une bonne digestion des aliments et par conséquent une bonne absorption. Donc ça, c'est sur le plan anatomique. Maintenant, sur le plan histologique, vous savez que la paroi du tube digestif est définie par 4 couches essentielles. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, on a une muqueuse, une sous-muqueuse, une musculeuse et en dernier lieu, on a la séreuse. Donc, pour la muqueuse, elle couvre la totalité de la surface interne du tube digestif, bien sûr, mais il faut savoir qu'il s'agit d'une muqueuse non régulière, mais c'est une muqueuse qui présente de nombreux replis. Et l'objectif de ces replis-là, c'est d'augmenter énormément la surface pour assurer une bonne absorption. Ça, c'est la muqueuse. Ensuite vient la deuxième couche qui est la sous-muqueuse. C'est une couche épaisse de tissu conjonctif qui est responsable de la distensibilité du tube digestif. En troisième position vient la musculeuse qui, dans la plupart des régions du tube digestif, cette musculeuse est faite de 2 couches. Donc on a une couche circulaire interne et une couche longitudinale externe. C'est-à-dire, retenez bien que la musculeuse est faite de 2 couches. D'accord? Donc, une couche interne, c'est une couche circulaire. Une couche externe, c'est une couche musculaire longitudinale. Après la musculeuse vient la séreuse, donc qui est la couche la plus externe, donc c'est l'adventice, donc c'est une simple couche conjonctive qui recouvre le tube digestif et qui est caractérisée par ses sécrétions aqueuses. Donc, il sécrète beaucoup d'eau, donc assurant ainsi une lubrification du contenu, donc, et ce qui facilite le glissement entre les organes digestifs ainsi que entre les organes voisins. D'accord? Donc, on a 4 couches, ça sur le plan histologique. Donc, on va revoir ça sur ce schéma-là. Donc, voici ici, donc, vous avez une muqueuse tout à fait à l'intérieur. Donc, cette muqueuse, vous voyez, donc, il est ondulé. Donc, il y en a plusieurs replis. Donc, il n'est pas linéaire, mais il est ondulé dans le but d'augmenter la surface.
Après la muqueuse, on a la sous-muqueuse, donc voilà, donc c'est une couche conjonctive. Ensuite, voilà la couche musculaire avec ses deux sous-couches, si vous voulez. Donc, il y a une couche interne qui est circulaire et une couche externe qui est faite de fibres longitudinales. Ensuite, en dernier lieu, il y a la fameuse séreuse dans laquelle cheminent les vaisseaux et les nerfs qui sont destinés au tube digestif. Ça, sur le plan histologique, on va dire un mot sur l'énervation du tube digestif. Sachant que cette innervation, en réalité, elle est assurée par deux systèmes. On a un système nerveux intrinsèque et un système nerveux extrinsèque. Qui dit intrinsèque, ça veut dire que c'est un système nerveux qui se retrouve à l'intérieur, donc à l'intérieur du tube digestif. Donc, il est propre au système digestif, donc c'est un système intrinsèque. Ensuite, le système nerveux extrinsèque, c'est tout simplement, c'est le système nerveux végétatif ou bien système nerveux autonome que vous avez étudié l'année précédente. Ce système extrinsèque donc assure l'énervation de tous les muscles lisses dont fait partie le tube digestif. D'abord, on va parler du système nerveux intrinsèque. Voilà, le système digestif, il possède un système intrinsèque appelé le système nerveux entérique. On l'appelle également le système nerveux entérique. Entérique, c'est par rapport à l'entérocyte. L'entérocyte, c'est la principale cellule du tube digestif. Donc, ce système intrinsèque ou entérique nomme également le petit cerveau. Tellement, donc, il y a plusieurs nerfs à l'intérieur du système digestif. Donc, on peut dire que le système digestif possède son propre cerveau. Donc, c'est un petit cerveau qui appartient au tube digestif. Alors, ce système intrinsèque, en réalité, on peut le diviser en deux plexus. Et ces deux plexus-là, ils ont des rôles en accord avec leur localisation. C'est-à-dire, donc on a un plexus qui se situe entre les couches musculaires, c'est-à-dire entre la circulaire interne et la circulaire, entre la circulaire interne et la longitudinale externe. C'est-à-dire il est dans la couche musculaire, c'est pour ça qu'on l'appelle le plexus méentérique, c'est par rapport aux muscles, c'est le plexus d'Auerbach. Donc ce plexus méentérique, il est surtout responsable du contrôle moteur, c'est-à-dire donc il assure la motricité, il contrôle la motricité du tube digestif. À côté du plexus méentérique, on a un deuxième plexus, c'est le plexus sous-muqueux, c'est-à-dire il est situé dans la sous-muqueuse. C'est le plexus de Meissner qui est situé entre la couche musculaire circulaire et la muqueuse. Ça veut dire tout simplement il est dans la sous-muqueuse. Ce deuxième plexus, lui, il s'occupe surtout des sécrétions gastro-intestinales, mais également du débit sanguin local. D'accord. Donc, retenez bien, donc, le système digestif est énervé par deux système, donc un système nerveux intrinsèque et un système nerveux extrinsèque. Pour l'intrinsèque, donc qui est propre au tube digestif, qui se situe à l'intérieur du tube digestif, à son tour, il est composé de deux plexus. Un plexus moteur d'Auerbach et un plexus sensitif de Meissner. Le plexus moteur situé dans la couche musculaire parce qu'il assure la motricité et le plexus sous-muqueux est situé dans la sous-muqueuse et il contrôle surtout les sécrétions intestinales et le débit sanguin local. Donc ça, c'est l'innervation intrinsèque. Maintenant, on passe à l'innervation extrinsèque qui est assurée, comme je vous ai dit, par le système nerveux végétatif avec ses deux composantes, le système sympathique et le système parasympathique, donc qui régule également la motricité du tube digestif à côté donc du système nerveux intrinsèque. Vous savez que le système sympathique, les fibres postganglionnaires, elles proviennent des ganglions cœliaques ou bien mésentériques. Vous savez, pour le système nerveux végétatif, donc on a une voie afférente, on va donner des voies efférentes. Les voies efférentes, ce sont des voies bineuronales. Donc, c'est-à-dire on a deux neurones. On a un neurone préganglionnaire et un neurone postganglionnaire. Donc, le neurone postganglionnaire, pour le sympathique, c'est un neurone qui libère de la noradrénaline. D'accord? Donc, les fibres sympathiques, ce sont des fibres noradrénergiques. Alors, qu'est-ce qu'elles font ces fibres-là? Ils inhibent la motricité, mais ils renforcent les sphincters, comme ils assurent également l'innervation sensitive du tube digestif. Donc, le sympathique, en réalité, inhibe la motricité du tube digestif. Retenez bien ça. Ensuite vient la deuxième composante du système nerveux extrinsèque, qui est le système parasympathique. Le parasympathique, à son tour, il est fait donc
comme le sympathique de deux fibres efférentes. Donc, c'est une fibre efférente, pardon, avec, voilà, ces deux neurones efférents, un neurone pré et un neurone post-ganglionnaire. Pour le neurone post-ganglionnaire, on appelle également le neurone effecteur. Pour le parasympathique, il ne libère pas de l'adrénaline, mais bien entendu, il libère de l'acétylcholine. Donc, on parle donc de neurones cholinergiques. Donc, ces neurones cholinergiques, ils vont énerver le système digestif, dont ils renforcent la motricité, donc ils stimulent la motricité. Mais attention, il y a certains neurones qui ne libèrent pas de l'acétylcholine, mais en même temps, ils ne libèrent pas de l'adrénaline. On les appelle neurones non adrénergiques, non cholinergiques. Et dans ce cas-là, ils agissent notamment via le VIP et le NO. C'est-à-dire ces neurones, au lieu de libérer l'acétylcholine ou bien la noradrénaline, ils vont libérer ce qu'on appelle le vaso-intestinal peptide, le VIP, ou bien le NO, qui est le monooxyde d'azote. D'accord? Donc ça, c'est l'énervation parasympathique. Maintenant, il y a certaines particularités. Il faut savoir que pour le parasympathique, c'est les neurones préganglionnaires, ils s'articulent dans les plexus intestinaux avec des neurones effecteurs. Et ce deuxième neurone effecteur, c'est-à-dire, donc, il est intrinsèque. C'est-à-dire, je sais que vous avez fait tout ça l'année passée, donc pour le neurone parasympathique, donc la voie efférente parasympathique, il a deux neurones, donc un neurone préganglionnaire et un neurone postganglionnaire. Vous savez que le neurone préganglionnaire du parasympathique, c'est un neurone qui est très lent. Donc le ganglion se trouve à proximité des organes, voire même à l'intérieur de l'organe effecteur. Donc, l'articulation entre le neurone préganglionnaire et postganglionnaire, elle peut se faire à l'intérieur de l'organe. C'est-à-dire le deuxième neurone qui vient après le ganglion, on le trouve généralement à l'intérieur de l'organe. Donc, c'est pour ça qu'on dit, pour le parasympathique, le neurone postganglionnaire est un neurone intrinsèque. Ça veut dire qu'il appartient déjà au système digestif. Donc, on se retrouve dans le système digestif. Et vous savez que le système digestif possède son propre cerveau, qui est le système intrinsèque. Donc, le deuxième neurone effecteur du parasympathique est un neurone intrinsèque, c'est-à-dire qui fait partie du système intrinsèque. Par contre, le sympathique, qui a une voie efférente avec toujours deux neurones, donc le premier neurone, c'est-à-dire le neurone préganglionnaire, il est très court, donc juste à la sortie des centres, donc on trouve un ganglion où s'articule le premier neurone avec le deuxième neurone. C'est pour ça, donc, le ganglion, il est loin de l'organe effecteur. Donc, le deuxième neurone sympathique, c'est toujours un neurone extrinsèque. Donc, il appartient au système nerveux extrinsèque, contrairement à ce qui est observé pour le parasympathique. Donc, voilà pour tout ce qui est rappel anatomique et histologique. On va survoler maintenant globalement les fonctions du système digestif. Sachant que la fonction globale du système digestif, c'est de scinder les aliments ingérés en molécules absorbables qui rejoignent le compartiment interne de l'organisme pour être distribués aux cellules par le système circulatoire. C'est-à-dire, donc nous avons étudié le système cardiovasculaire. Donc vous savez que le cœur est là pour nourrir le corps, mais il va le nourrir par quoi? Il va le nourrir par de l'oxygène, bien entendu, qu'il ramène des poumons, mais également par des nutriments. Donc les nutriments, ils viennent de notre alimentation. Donc c'est-à-dire quand on mange, donc c'est ça l'intérêt du tube digestif, donc c'est de fragmenter les aliments, donc les transformer en de petits nutriments qui sont absorbables. Donc, ces petits nutriments absorbables, c'est-à-dire quand on parle d'absorption, ça veut dire les éléments, ils passent dans le milieu intérieur. Donc, ensuite, via la circulation sanguine, ils seront distribués à toutes les cellules, donc pour les nourrir. Donc, c'est ça la fonction globale du système digestif, c'est de transformer les aliments ingérés ont des molécules absorbables, de fines molécules, de très petites molécules qui peuvent être absorbées pour rejoindre le compartiment interne de l'organisme pour afin être distribuées aux cellules par le système circulatoire. Maintenant, cette fonction globale, elle est en réalité le résultat de 4 fonctions élémentaires qu'on va détailler au fur et à mesure donc, de chaque cours. Donc, ces 4 fonctions, donc, elles sont premièrement la motricité, d'accord? Je vous ai dit, il y a la motricité, il y a la sécrétion, il y a la digestion proprement dite et il y a l'absorption.
Donc, la première fonction du système digestif, bien entendu, c'est la motricité, c'est-à-dire c'est le mouvement. Donc, s'il n'a pas de mouvement, ce système-là, il ne peut pas faire avancer ce qu'on mange donc, depuis la bouche donc, jusqu'à l'anus. D'accord? Donc, la motricité, c'est le résultat de la contraction du muscle lisse de la paroi digestive. Donc, on a dit que la paroi, il possède une couche musculaire. C'est un muscle lisse. Donc, ce muscle-là, en se contractant, en faisant un mouvement, donc, il assure la propagation des aliments tout le long du tube digestif. Ça, c'est la première fonction élémentaire du tube digestif. Donc, en arrivant dans chaque organe, on va parler de sa motricité, des sécrétions qu'il assure, et bien entendu, si elle assure une digestion et une absorption, on va en parler. Donc, la deuxième fonction, c'est la sécrétion. Il faut savoir que au niveau du tube digestif, donc, il y a différents sucs, donc le suc ou bien les sécrétions qui sont sécrétées dans la lumière du tube digestif. C'est pour ça qu'on parle d'une sécrétion exocrine, d'ailleurs assurée par des glandes exocrines qui sont placées sur le chemin. On a cité dans l'introduction, donc il y a les glandes salivaires qui libèrent leur contenu dans la bouche, donc c'est une cavité. On a la glande hépatique qui libère son produit dans l'intestin grêle, même chose pour le pancréas. Donc, toutes ces sécrétions-là, ce sont des sécrétions exocrines qui sont assurées par des glandes placées sur le chemin. Et chaque sécrétion, il faut retenir ça, donc chaque sécrétion digestive est toujours faite de l'eau. Donc, il y a toujours l'eau qui rentre dans la composition de ces sécrétions. À côté de l'eau, il y a des électrolytes, toujours. Bien sûr, donc les électrolytes ils diffèrent d'une sécrétion à une autre. Même chose pour les substances organiques spécifiques. Donc, chaque sécrétion a une substance organique qui est spécifique à elle. Donc, ces substances organiques ainsi que c'est l'eau et l'électrolyte, donc toutes ces sécrétions-là, elles sont importantes pour une bonne digestion. Et comme substances organiques, on peut citer, bien sûr, il y a des enzymes, il y a des sels biliaires, il y a du mucus. On va en parler au fur et à mesure qu'on fera les sécrétions en arrivant dans chaque organe. Ça, c'est la deuxième fonction élémentaire du tube digestif, du système en général. Maintenant, il y a la digestion et l'absorption. Donc, ce sont les deux dernières fonctions. La digestion, elle se fait essentiellement, je dis bien essentiellement, au niveau du grêle, au niveau de l'intestin grêle. C'est son siège principal, mais il faut savoir que cette digestion, elle peut déjà commencer déjà dans la bouche par ce qu'on appelle la mastication. Donc, on va étudier juste après la mastication. Donc, cette digestion, elle consiste à découper les grosses molécules en petites molécules de nutriments absorbables. C'est ça la définition de la digestion, c'est de transformer les grosses molécules alimentaires en petites molécules de nutriments absorbables, c'est-à-dire qui sont capables d'être absorbés. Et ce qui définit la dernière fonction, qui est l'absorption, qui comme la précédente, son siège principal est essentiellement le grêle. C'est toujours l'intestin grêle où se fait l'absorption des nutriments. C'est quoi l'absorption? C'est le fait de faire passer dans le sang ou bien dans la lymphe les petites molécules qui sont le résultat de la digestion. Donc, mais également, il y a le passage de l'eau, les vitamines et les électrolytes. C'est-à-dire parce que quand on mange, c'est vrai qu'on mange des grosses molécules, des macromolécules qui nécessitent une digestion, mais en même temps, dans notre alimentation, il y a des micro-éléments, des oligo-éléments, donc il y a de l'eau, ainsi que cette eau-là et les vitamines, les électrolytes, les micro-éléments, donc ne nécessitent pas une digestion, ils sont déjà des petits éléments, donc ils vont être directement absorbés. Voilà globalement les fonctions du système digestif, la motricité, les sécrétions, la digestion et l'absorption. Donc, on va, à chaque fois qu'on est dans un organe précis, au niveau de l'estomac, on va parler des sécrétions gastriques, on va parler de la motricité gastrique. On arrive à l'intestin, c'est la même chose. Donc, on va parler des sécrétions intestinales, de la motricité intestinale. Et bien entendu, une fois notre alimentation qu'on a pris s'est mélangée avec toutes ces sécrétions-là et poussée jusqu'à l'intestin, elle va être digérée au sens propre du mot digestion, donc par une digestion chimique, donc avec toutes les sécrétions qui se mélangent au niveau du grêle pour donner des particules absorbables qui seront absorbées essentiellement au niveau du grêle, et ce qui reste va joindre le gros intestin pour être également
absorbé encore, mais ce qui reste, il sera éliminé sous forme d'excréments, donc les déchets, c'est ce qu'on appelle la défécation. Donc aujourd'hui, on va parler uniquement de la première phase de la digestion, c'est ce qui concerne la bouche et l'œsophage, donc c'est ce qu'on appelle la phase bucco-œsophagienne de la digestion. Alors, dans ce cours sur la phase bucco-œsophagienne, bien sûr, on va faire une petite introduction. On va parler de ce qui se passe dans cette partie-là du tube digestif. Bien entendu, le premier acte mécanique de la digestion, c'est la mastication. Donc, c'est de mâcher les aliments d'abord, mais en même temps, les mélanger avec la salive qui est sécrétée au niveau de la bouche par les glandes salivaires. Donc, on va s'attarder sur la salivation. Et on terminera par la déglutition, c'est-à-dire le fait d'avaler ce qu'on a mangé. Donc, voilà le plan de ce cours. Alors, en introduction, vous savez que la bouche, qu'on nomme également cavité buccale, c'est elle qui donne l'accès au tube digestif. Donc, c'est la porte d'entrée du tube digestif. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? La bouche, donc, elle assure la transformation des aliments en une sorte de masse compacte qui porte alors le nom de bol alimentaire. C'est-à-dire, après le mélange avec la salive et après avoir mâché ces aliments, on ne parle plus donc, des aliments, mais on parle de bol, un bol alimentaire. Et bien entendu, la première étape de ce processus digestif, comme je vous dis, c'est la mastication. Pendant la mastication, donc, il y aura un découpage des aliments, leur broyement, leur fragmentation par les dents, ensuite leur mélange avec la salive, c'est-à-dire il y a la deuxième phase qui est la salivation. Donc, on va commencer par la mastication, on va juste la définir, on va juste citer les muscles qu'il y a sur la mastication et on terminera ce chapitre mastication par le contrôle de la mastication. Donc, par définition, la mastication, tout simplement, c'est l'ensemble des phénomènes mécaniques de quoi? De la mâchoire, donc la langue, les joues, donc tous ces phénomènes mécaniques-là, donc de toutes ces parties-là, donc ils vont permettre la déchirure, la dilacération des aliments, donc leur broyement ainsi que leur mélange avec la salive, donc ce qui entraîne leur ramollissement, donc ce qui va aboutir à la formation donc du bol alimentaire. Donc retenez bien que la mastication, tout simplement, donc c'est un acte mécanique. Donc, et cet acte mécanique est assuré par la mâchoire, la langue, les joues, les dents, etc. Donc, tout ça va permettre la dilacération des aliments, leur broyement et donc leur ramollissement. Voilà, les muscles qui assurent la mastication, il y en a 4 grandes familles. Donc, il y a 2 familles de muscles élévateurs et 2 familles de muscles abaisseurs. Les élévateurs, donc il y a un élévateur propulseur, c'est le fameux masséter. Donc, c'est le muscle masséter, c'est ce muscle-là qui assure l'élévation et la propulsion du bol alimentaire. Ensuite, on a, toujours dans la famille des élévateurs, on a un muscle rétracteur, c'est le muscle temporal. C'est celui-là. Ensuite, 2 familles d'abaisseurs. Le premier abaisseur et les propulseurs, c'est le ptérygoïdien. Donc, c'est ce petit muscle-là qui se cache derrière le masséter. Ensuite, on a l'abaisseur rétracteur, c'est le muscle dit gastrique. Voilà, retenez bien qu'il y en a 4 grandes familles de muscles masticateurs. 2 familles élévateurs, 2 familles abaisseurs. D'accord? Voilà ce que je vous demande d'apprendre. Donc, il y en a 4 familles de muscles masticateurs qui assurent cet acte mécanique. On va terminer alors ce chapitre mastication par son contrôle. Il faut savoir qu'au repos, c'est-à-dire en dehors de toute prise alimentaire, normalement, on a une bouche fermée. C'est ça. Mais dès qu'il y a une stimulation des récepteurs buccaux par les aliments, c'est-à-dire dès qu'on met les aliments dans notre bouche, cela provoque une inhibition réflexe des muscles qui assurent la fermeture de la bouche. Ça veut dire, par réflexe, les muscles de la bouche vont s'inhiber, alors il y aura une ouverture de la bouche. Et c'est comme résultat, on aura un abaissement de la mandibule. La mandibule, c'est la mâchoire inférieure. D'accord? Donc, la bouche, elle va s'ouvrir.
La mastication est donc, au départ, c'est un acte volontaire. Donc, c'est à vous de décider, donc de commencer à mâcher vos aliments. Vous mettez les aliments volontairement dans la bouche, vous commencez à mâcher volontairement. Donc, c'est pour ça qu'on dit la mastication, dans un premier temps, est un acte volontaire. Mais dans le temps, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on mange, donc cet acte-là, il sera accompli d'une façon automatique. Donc, ça va devenir automatique durant le repas, et cela par la contraction réflexe des muscles masticateurs. Donc, les muscles qu'il y a sur la mastication, ils vont se contracter d'une façon réflexe, mais également les muscles des joues, des lèvres, de la langue, et cela en réponse à la pression que le bol alimentaire exerce sur les tissus de la bouche. Donc retenez bien que la mastication est un acte mécanique, il est volontaire dans son premier temps, mais ensuite il sera accompli d'une façon automatique par la contraction réflexe des muscles masticateurs. Voilà pour la mastication. Donc, c'est un acte mécanique qui est assuré par 4 grandes familles de muscles et qui est un acte volontaire dans un premier temps, mais qui devient automatique au cours du repas. Donc, deuxième acte qui se voit au niveau de la bouche, c'est bien entendu la fabrication de la salive. C'est ce qu'on appelle la salivation. On va parler de la composition de cette salive, du mécanisme de sa formation, comment est contrôlée cette sécrétion salivaire et qui est le rôle de la salive. Alors, vous savez que la salive est la première sécrétion rencontrée par les aliments dans la bouche. Donc, on a dit parmi les fonctions du tube digestif, donc il y a la motricité, mais également il y a la sécrétion. Donc, comme sécrétion, la première sécrétion, c'est la sécrétion salivaire. Donc, la première sécrétion que les aliments rencontrent, c'est bien entendu la salive, parce que se fait au niveau de la bouche. Donc, c'est la première barrière digestive contre les infections. Donc, cette salive, quand on prend les aliments, ils ne sont pas stériles. Donc, ils vont nous apporter quelques germes. Alors, donc, au niveau déjà de la bouche, on trouve la salive comme sécrétion qui va nous défendre contre ces germes-là. Donc, on dit c'est une barrière digestive contre les infections. Mais également, la salive, vous savez, donc, il joue un rôle indispensable dans la déglutition et dans la parole. C'est-à-dire, imaginez-vous, vous avez une bouche qui est sèche. Donc, quand vous avez une bouche sèche, vous aurez des difficultés à parler correctement. C'est pour ça, donc, la salive, en lubrifiant la cavité buccale, la langue, les lèvres, donc, il va nous permettre une bonne phonation, une bonne parole. D'accord? C'est la même chose pour la déglutition. La déglutition, c'est le fait d'avaler nos aliments. S'ils ne sont pas ramollis, ils ne sont pas humidifiés par la salive, ils seront difficilement avalés. Donc la salive, elle constitue une première barrière digestive contre les infections, mais également elle joue un rôle important dans la phonation et dans la déglutition. Alors, la salive, chez un sujet normal, elle est sécrétée à raison de 0,5 jusqu'à 1,5 litre par jour. Imaginez-vous. Donc, on a jusqu'à 1,5 litre de salive par jour. Et la composition de la salive, c'est essentiellement de l'eau, comme je vous ai dit. Donc, toutes les sécrétions sont faites d'eau et d'électrolytes avec des substances organiques spécifiques. Donc, la salive est composée de l'eau, des électrolytes, notamment le potassium et les bicarbonates, mais également des protéines plasmatiques, des enzymes comme la fameuse amylase salivaire, ainsi que le mucus. L'amylase salivaire, donc, c'est la première enzyme de la digestion de l'amidon. Donc, on va voir, quand on parlera de la digestion des aliments, donc vous allez voir que la majorité des aliments, leur digestion commence dans l'estomac, mais surtout dans l'intestin. Mais pour l'amidon, donc l'amidon, déjà, il a une première digestion au niveau de la bouche grâce à l'amylase salivaire. Mais après la déglutition, donc ce contenu buccal qui s'est mélangé avec l'amylase salivaire, il passe dans l'estomac. Et l'estomac, vous allez voir qu'au niveau de l'estomac, on a une sécrétion très acide. Et cette acidité va inhiber cette amylase salivaire. Donc, il n'y aura plus de digestion de l'amidon par l'amylase salivaire. Donc, on sera obligé donc
de trouver une autre enzyme qui va continuer la digestion de l'amidon. Vous allez voir, ce sera l'amylase pancréatique qui sera déversée dans l'intestin grêle. Donc voilà, juste pour vous dire que au niveau de la salive déjà, il y a une enzyme qui commence déjà la digestion déjà dans la bouche. Il s'agit de l'amylase salivaire. Donc à côté de cela, la salive contient également des lysozymes, des IgA, c'est-à-dire des immunoglobulines de type A. Et ces immunoglobulines A, ils détruisent les bactéries qui sont à l'origine de caries dentaires et de mauvaise haleine. Donc, si on a une bouche sèche, on aura une mauvaise haleine. On risque de faire plusieurs caries dentaires. Donc, c'est pour ça, la salive, en possédant donc ces immunoglobulines A, elle va nous protéger contre une mauvaise haleine et contre les caries dentaires. Donc, ça, c'est pour la composition de la salive. Mécanisme de formation de la salive. Donc, la salive est essentiellement formée par 3 paires de glandes majeures. Donc, il y a des glandes accessoires, on ne va pas les citer, mais il faut retenir qu'il y a 3 paires de glandes majeures qui assurent la sécrétion salivaire. Donc, vous avez les glandes parotides, d'accord? Donc, vous avez les glandes parotides, vous avez les glandes sous-maxillaires et vous avez les glandes sublinguales, c'est-à-dire sous la langue. Donc, vous avez 3 paires de glandes majeures, les glandes parotides, les sous-maxillaires et les sublinguales. Il faut savoir que la structure de chacune de ces glandes ressemble à une grappe de raisin. Et à l'extrémité aveugle de chaque canal évacuateur primaire se trouve un acinus. Donc, je vais vous montrer l'acinus ensuite avec son canal évacuateur. L'acinus, alors, c'est-à-dire la partie borne donc, de cette glande, il va produire ce qu'on appelle une salive initiale dont la composition est proche de celle du plasma. C'est-à-dire, il a une composition isotonique au plasma et il a la même concentration que le plasma en ce qui concerne le potassium sodium, le chlore et les bicarbonates. Ça, c'est la salive primaire. La salive primaire, elle est formée au niveau de l'acinus. Donc voilà, c'est ici. Donc on a un acinus. Ensuite, qui se termine par un canal évacuateur. Donc ça, c'est les vaisseaux sanguins. Donc, par ultrafiltration du plasma, donc on va former la salive qui, comme je vous ai dit au départ, il s'agit d'une salive primaire, donc qui est isotonique au plasma. Il a la même composition que le plasma. Mais ensuite, une fois que cette salive primaire il arrive dans le canal évacuateur, donc on assistera à une reprise ou bien une réabsorption du sodium et du chlore. Donc, c'est-à-dire ce chlore et ces sodiums-là, ils seront repris par le sang. Donc, c'est la réabsorption du chlore et du sodium. C'est pour ça que leur concentration va diminuer par rapport au plasma. Mais en même temps, on a une sécrétion à ce niveau-là, on a une sécrétion de potassium et de bicarbonate. C'est pour ça que leur concentration augmente par rapport au plasma. Donc, la salive définitive, elle va devenir hypotonique parce que les canaux donc, sont relativement imperméables à l'eau. C'est-à-dire on a repris le sodium et le chlore. Normalement, généralement, l'eau, il suit le sodium. Mais comme ces canaux-là, ils sont imperméables à l'eau, donc l'eau, il ne va pas suivre. Donc, la salive, il va devenir diluée parce qu'on lui a arraché donc, ces ions-là. Donc, il sera hypotonique par rapport au plasma. Donc, la réabsorption des solutés étant plus grande que celle de l'eau, c'est pour ça que la salive est plus diluée par rapport au plasma. Donc, retenez bien qu'on a 2 étapes pour former la salive. Donc, la première étape, il s'agit de la formation d'une salive primaire. La salive primaire se forme au niveau de l'acinus, qui est l'unité fonctionnelle donc, de la glande. Donc, l'acinus, il va former une salive primaire qui est identique au plasma, isotonique au plasma. Ensuite, au niveau du canal, donc, il y a une réabsorption du sodium et du chlore, une sécrétion du potassium et de bicarbonate, ce qui rend la salive hypotonique au plasma. Donc, la salive définitive, il est moins concentrée que le plasma. Donc, on parle donc d'une salive définitive hypotonique. On termine ce chapitre salivation par le contrôle. Donc, la sécrétion salivaire, elle est exclusivement cela dépendant du système nerveux autonome. Généralement, quand on parle de régulation de contrôle, il y a une régulation nerveuse, mais également une régulation
hormonale. Ici, dans la salivation, il n'y a pas d'intervention d'hormones dans la sécrétion de la salive. C'est une régulation purement nerveuse. Sachant que le centre de la salivation est constitué des noyaux salivaires. Ces noyaux-là sont localisés au niveau du bulbe rachidien, à proximité des centres respiratoires et cardiovasculaires. Ce centre-là de salivation, il reçoit des afférences sensitives par l'intermédiaire des nerfs trijumeaux, les glossopharyngiens et l'hypoglosse. Les efférences, donc, il y a des efférences parasympathiques, il y a des efférences sympathiques. Les efférences parasympathiques sont issues directement des noyaux salivaires. Vous savez que les centres du parasympathique, ce sont des centres crâniens, donc directement des noyaux salivaires. Donc, on a des efférences parasympathiques qui partent sur les glandes. Et l'empreinte les trajets des nerfs faciales et glossopharyngiens. Sachant que le noyau salivaire supérieur innerve les glandes sous-maxillaires et sublinguales, tandis que le noyau salivaire inférieur innerve les glandes parotides. Par contre, les efférences sympathiques, ils ne proviennent pas du bulbe directement, mais ils proviennent des segments médulaires thoraciques supérieurs. Et comme je vous ai dit, donc normalement, quand vous avez étudié le système nerveux végétatif avec ses deux composantes sympathiques et parasympathiques, généralement, quand on dit sympathique, c'est le contraire du parasympathique. Les effets sont contraires. Chose qui n'est pas observée concernant la sécrétion salivaire. Voilà ce qu'on dit. Donc, contrairement à leur effet habituellement antagoniste, généralement le sympathique et le parasympathique ont des effets antagonistes dans la plupart des organes, mais ces deux contingents-là, sympathique et parasympathique, les deux, ils sont stimulants de la sécrétion salivaire. C'est-à-dire que ce soit le sympathique, que ce soit le parasympathique, ce sont des stimulateurs de la sécrétion salivaire. Mais attention, il y a une différence. Le sympathique, qui est une voie à neurones postganglionnaires noradrénergiques, il est responsable d'une sécrétion visqueuse, muqueuse. Donc, il est un peu épaisse et donc peu abondante parce que le sympathique, il assure une vasoconstriction. Par contre, le parasympathique, toujours, il est là pour stimuler la sécrétion salivaire, mais il s'agit d'une sécrétion séreuse, aqueuse, donc très riche en eau, il est abondante par vasodilatation. Et dans le cas normal, c'est-à-dire dans l'état de repos, c'est le parasympathique qui prédomine. Donc c'est pour ça qu'on a une salive qui est aqueuse. D'ailleurs, donc, quand vous êtes face à un choc, face à une urgence, vous sollicitez plus votre système sympathique, vous aurez une salive qui est muqueuse, donc qui est épaisse. Vous aurez tendance à une bouche sèche. Ce n'est pas une sécheresse réelle, mais c'est parce que la salive est là, mais il s'agit d'une salive qui est un peu épaisse. Ça, c'est le contrôle nerveux de la salive, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres facteurs, comme l'odorat par exemple, c'est-à-dire quand vous passez devant un grand restaurant, je ne sais pas moi, donc avec une belle odeur qui sort, donc cela va stimuler vos glandes salivaires. Donc l'odeur, le goût également, quand vous goûtez quelque chose, donc cela va stimuler la sécrétion salivaire. Le contact avec la muqueuse buccale, la mastication, la nausée, tout ça, donc ce sont des facteurs qui augmentent la sécrétion salivaire et cela via le parasympathique. Par contre, le sommeil, la déshydratation et les médicaments anticholinergiques inhibent la sécrétion salivaire par inhibition du parasympathique. On sait que le parasympathique est une voie cholinergique, donc si on prend des médicaments contre l'acétylcholine, anticholinergique, cela va inhiber la sécrétion salivaire. Comme je vous ai dit dans le début donc, de ce titre, il n'y a pas de régulation hormonale de la sécrétion salivaire. Voilà, je l'ai mis en bleu avec une couleur différente. Retenez bien que toutes les sécrétions généralement sont régulées par le système nerveux et par les hormones, mais pour la sécrétion salivaire, c'est juste une régulation nerveuse. Donc, il n'y a pas de régulation hormonale de la sécrétion salivaire. Donc, voilà pour la deuxième partie de ce cours qui est la salivation. On va terminer par le dernier processus qui se déroule au niveau de la bouche, c'est bien entendu la déglutition. Mais avant de parler de la déglutition, voilà, juste une diapo pour citer le rôle de la salive. Donc, je vous ai dit, donc, comme il est visqueuse, la salive, il facilite la mastication, il facilite la déglutition et la phonation. Par la présence donc de l'amylase, qui est une enzyme
de la digestion de l'amidon. Donc, la salive, il peut contribuer à la digestion de l'amidon. La salive contient également des lysozymes, des immunoglobulines. Cela va permettre d'assurer la barrière anti-infectieuse, donc antibactérienne, ainsi que la défense immunitaire. Donc voilà pour le cours sur la salivation. Arrivons maintenant à la déglutition. On va faire un petit rappel. On va définir ce que c'est la déglutition. On s'attardera un peu sur la motricité de l'œsophage et on termine par le contrôle de la déglutition. Comme rappel, donc, on parle de l'œsophage. Donc l'œsophage parce que c'est le conduit par lequel les aliments traversent et passent de la bouche jusqu'à l'estomac. Et c'est ce qui définit la déglutition. Donc on va arriver à ça. Mais l'œsophage, donc, c'est l'organe clé de la déglutition. Donc il s'agit d'un conduit à peu près rectiligne qui va du pharynx jusqu'à l'estomac. Donc il relie le pharynx et l'estomac. Sur le plan anatomique, cet œsophage, on le décompose en 3 portions. Vous savez qu'il y a un œsophage, il y a une partie qui est dans le cou, c'est la cervicale courte. Il y a une partie de l'œsophage qui est au niveau du thorax, elle est longue, donc c'est la partie thoracique longue, et au niveau de l'abdomen également, il y a une petite partie, c'est la portion abdominale. Ça, sur le plan anatomique. Sur le plan physiologique, on a 3 zones à définir, à décrire pour l'œsophage. Donc, on parle d'une zone 1, zone 2 et zone 3. La zone 1, c'est tout simplement le sphincter supérieur de l'œsophage, le SSO. La zone 2, c'est le corps de l'œsophage. Et la zone 3, c'est le sphincter inférieur de l'œsophage. Pour l'innervation de l'œsophage, il faut savoir que le centre de la déglutition se situe dans le bulbe rachidien au niveau du plancher du 4e ventricule. Il est relié au centre de la respiration et du vomissement, de la salivation ainsi qu'au cortex frontal. Le pharynx et l'œsophage, voilà, donc ici il y a une petite particularité, donc je tiens à la développer. Donc le pharynx et l'œsophage supérieur, je dis bien l'œsophage supérieur, la toute première partie de l'œsophage, ainsi que le pharynx sont constitués de muscles striés. D'accord? C'est du muscle strié. Je vous ai dit, dans la plupart de la paroi du tube digestif, on trouve du muscle lisse. Le muscle lisse avec ses 2 couches, la circulaire et la longitudinale. Mais attention, il y a une certaine particularité, c'est ce qui concerne la partie initiale du tube digestif, c'est-à-dire le pharynx et l'œsophage supérieur, mais également la dernière partie du tube digestif qui est le canal anal, donc le sphincter anal externe. Donc ces 2 parties-là sont composées de muscles striés. Et ce muscle strié au niveau de la partie supérieure de l'œsophage et du pharynx, il est innervé par le 9 et le 10, mais c'est une innervation extrinsèque. D'accord? Le bas œsophage, par contre, il est constitué de muscles lisses qui est innervé toujours par le 10, mais qui s'articule avec les cellules ganglionnaires pour former le plexus méentérique. Donc, c'est l'innervation intrinsèque qui prédomine au niveau du bas œsophage. D'accord? Les médiateurs chimiques qui sont libérés au niveau de l'œsophage, c'est bien entendu, il y a l'acétylcholine et la substance P, qui assure la stimulation de la motilité, donc c'est la contraction musculaire, mais il y a également le vaso-intestinal peptide et le NO, donc c'est la voie non adrénergique non cholinergique, qui assure la relaxation musculaire en cas d'inhibition. D'accord? On va maintenant définir ce que c'est la déglutition. La déglutition, c'est l'ensemble des mouvements qui font passer le bol alimentaire de la bouche à l'estomac. Donc, tous les mouvements qui vont permettre au bol alimentaire de traverser l'œsophage, donc de traverser le pharynx d'abord, ensuite l'œsophage pour arriver dans l'estomac. Il faut savoir qu'il y en a 3 temps pour la déglutition. Donc, il y a un temps qui se déroule au niveau de la bouche, donc c'est le temps buccal. Ensuite, il y a le temps pharyngien et en dernier lieu, il y a le temps œsophagien. Le temps buccal, il est purement volontaire. Donc, je vous ai dit, comme la mastication, donc vous décidez donc de commencer à mâcher, c'est la même chose pour la déglutition. C'est à vous de décider d'avaler, de commencer
à avaler. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un ton volontaire quand on est dans la bouche. Dans ce cas-là, la langue, elle pousse le bol alimentaire en arrière et la base de la langue s'élève et elle fait basculer le bol dans le pharynx. Ça, c'est le ton buccal. Le ton pharyngien, par contre, il s'agit d'un ton purement involontaire, d'accord? Donc, ce ton involontaire, il est très, très court. Pourquoi il est très court? Parce que pendant ce temps-là, on assiste à ce qu'on appelle un bref temps d'apnée. C'est quoi un bref temps d'apnée? Ça veut dire un arrêt respiratoire bref. On ne peut pas rester sans respiration pendant longtemps. C'est pour ça que ce temps-là, il est très court. Donc, le bref temps d'apnée, pourquoi il y a un bref temps d'apnée? Parce qu'il y a une fermeture de l'orifice inférieur des fosses nasales par l'élévation du voile du palais, d'accord? Et en même temps, déplacement de l'épiglotte et de l'élévation du larynx pour fermer la glotte. C'est-à-dire, pendant ce temps-là, ce temps pharyngien, vous savez que le pharynx, c'est un carrefour aérodigestif. C'est-à-dire, donc, c'est à travers ce pharynx que passe l'air dans les voies respiratoires et en même temps les aliments pour passer dans l'œsophage. Donc au moment de la déglutition, quand les aliments arrivent dans ce carrefour-là, on doit fermer les voies respiratoires. Sinon, on va faire ce qu'on appelle les fausses routes. C'est-à-dire les aliments, au lieu qu'ils passent dans l'œsophage, ils vont passer dans les voies respiratoires et c'est ce qu'on appelle la fausse route. Alors pour éviter tout cela, donc il faut qu'il y ait un arrêt respiratoire bref par fermeture des orifices respiratoires, que ce soit l'orifice inférieur des fosses nasales et la fermeture également de la glotte. C'est-à-dire on évite donc aux aliments de passer dans les fosses nasales et on évite en même temps qu'ils passent dans la trachée et donc dans les poumons. Donc pour cela, il y a une fermeture des voies respiratoires, mais en même temps, il y a ce qu'on appelle le relâchement du sphincter supérieur de l'œsophage, ce qui permet donc au bol alimentaire de rentrer dans l'œsophage, sachant que cette brève relaxation du sphincter supérieur est due à l'arrêt de la stimulation vagale. Donc voilà ici, donc vous avez les aliments au niveau donc du fond du pharynx, pardon, donc au niveau buccal. Donc voilà, voici ici l'œsophage, donc il est vraiment, le sphincter supérieur est fermé. Quand les aliments arrivent dans le pharynx, donc il y a une fermeture des fosses nasales par l'élévation du voile du palais. Regardez ici comment il est le voile du palais. Maintenant, il est horizontal pour fermer l'orifice inférieur des fosses nasales. En même temps, donc vous avez ici cette fameuse épiglotte, donc qui va remonter et pour fermer définitivement la trachée. Donc ici, donc fermeture de cette voie-là. Alors, le sphincter supérieur de l'œsophage, regardez maintenant, il va se relaxer pour permettre au bol alimentaire de ne pas passer dans la trachée, mais de passer directement dans l'œsophage, dans le sphincter supérieur de l'œsophage. C'est pour ça qu'on parle d'un bref temps, il est très court, mais parce qu'il y a un arrêt respiratoire pendant ce moment-là. Une fois le bol alimentaire traverse le sphincter supérieur de l'œsophage, on est dans l'œsophage, donc c'est l'étape œsophagienne de la déglutition qui commence par la relaxation du sphincter supérieur de l'œsophage, c'est ce qui définit le ton œsophagien. Et immédiatement après le passage des aliments, on doit fermer à nouveau ce sphincter et on doit à nouveau ouvrir rapidement la glotte pour que la respiration reprend. Je vous ai dit, on ne peut pas rester sans respiration. Donc, dès que le bol alimentaire est sûr, il est passé dans l'œsophage, donc on doit fermer le sphincter supérieur de l'œsophage pour qu'il n'y ait pas passage d'air dans l'estomac, mais en même temps ouvrir les fosses nasales pour que l'air repasse et la respiration reprend. Voilà les 3 temps de la déglutition. Une fois dans l'œsophage, le bol alimentaire est poussé directement vers l'estomac par ce qu'on appelle une onde péristaltique. Donc, c'est une onde progressive de contraction musculaire qui descend le long de l'œsophage en comprimant sa lumière. Ces ondes-là de contraction des couches musculaires qui entourent un conduit sont dites ondes péristaltiques. C'est ça une onde péristaltique, donc c'est une onde qui comprime
la paroi d'un conduit et qui se déplace le long de ce conduit. C'est ça le péristaltisme. Donc, c'est une onde propagée. Donc, c'est une onde qui va parcourir tout le tube, donc tout l'organe. Donc, sachant qu'il faut environ 9 secondes pour qu'une onde péristaltique œsophagienne arrive dans l'estomac. On va parler de la motricité maintenant, donc c'est-à-dire de ce péristaltisme en réalité. On commence par la motricité du sphincter supérieur. Le sphincter supérieur de l'œsophage, ensuite on parlera de ce qui se passe au niveau du corps et on terminera par le sphincter inférieur. Pour le sphincter supérieur, il s'agit d'une zone de haute pression. Donc il y a une haute pression à ce niveau. Pourquoi? Donc, parce qu'il y a une contraction tonique permanente du muscle strié cricopharyngien sous l'influence de l'influx nerveux cholinergique. Je vous ai dit, donc le pharynx et la partie supérieure de l'œsophage sont formés de muscles striés et non pas de muscles lisses comme le reste du tube digestif. Et ce muscle strié, donc au niveau de la partie supérieure de l'œsophage, il s'agit du muscle cricopharyngien qui est innervé par le système nerveux cholinergique, par le parasympathique, ce qui détermine une zone de haute pression à raison de 50 mm de mercure. Cette zone de haute pression, pourquoi il y a une haute pression? Pourquoi il y a cette fermeture? Comme je vous ai dit, c'est pour empêcher l'entrée de l'air dans l'œsophage lors de la respiration et en même temps pour prévenir les remontées œsophagiennes, c'est-à-dire les régurgitations œsophagiennes, donc pour éviter la remontée du contenu œsophagien dans la bouche. Lors de la déglutition, donc ça c'est à l'état normal, maintenant au moment de la déglutition, on sait que ce muscle strié cricopharyngien, il doit se relâcher et donc le sphincter, il doit s'ouvrir par inhibition des efférences excitatrices cholinergiques, c'est-à-dire au lieu que le parasympathique agit via sa composante cholinergique, on va inhiber cette voie-là, mais on va solliciter la voie non adrénergique, non cholinergique, ce qui permet au sphincter supérieur de s'ouvrir par relâchement du muscle cricopharyngien. Et la pression que le bol alimentaire exerce par la contraction péristaltique pharyngée permet l'avancée du bol alimentaire. C'est-à-dire, ce bol alimentaire, il va exercer une certaine pression, ce qui déclenche une contraction péristaltique pharyngée qui ensuite se déplace le long de l'œsophage dans le but de faire avancer le bol alimentaire dans le sens caudal, donc c'est-à-dire de la bouche jusqu'à l'estomac, ensuite de l'estomac jusqu'à l'intestin, etc. Arrivons maintenant dans le corps de l'œsophage. Au repos, vous savez que le corps œsophagien n'a aucune activité. Donc, il s'agit d'un muscle qui est inerte, donc c'est-à-dire qu'il n'a aucune pression à ce niveau. Au contraire, c'est une pression négative qui règne dans le corps de l'œsophage. Pourquoi? Parce que la majorité du corps œsophagien se situe dans le thorax. Et vous savez que la pression intrathoracique est une pression négative du fait de la pression pleurale. Donc, cette pression intrathoracique négative, elle diminue encore pendant l'inspiration. Quand on inspire, donc on remplit nos poumons, donc on dégage encore notre cage thoracique, donc on libère plus de médiastin, ce qui diminue encore la pression dans le médiastin. Et à l'inverse, quand on expire, donc il y a une certaine augmentation de la pression intrathoracique. Donc retenez bien que le corps œsophagien au repos n'a aucune activité motrice. La pression est négative, elle diminue encore pendant l'inspiration, mais augmente pendant l'expiration. L'activité motrice est représentée par les ondes péristaltiques qui se déplacent tout au long de l'œsophage et oblitèrent la lumière pendant la déglutition. Et cette onde contractile, elle passe de la musculature striée, donc on sait que la partie haute de l'œsophage, c'est un muscle strié. C'est le pharynx qui déclenche cette activité péristaltique au départ. Donc, cette activité péristaltique, elle passe du muscle strié jusqu'au muscle lisse, c'est-à-dire dans le corps de l'œsophage où on trouve du muscle lisse. Et voilà comment on définit une onde péristaltique. Ici, donc, on considère, par exemple, cet endroit-là, là où il y a le bol alimentaire. Donc, par rapport à ce bol alimentaire, on distingue deux segments. Donc, on a un segment d'amont et un segment d'aval, c'est-à-dire un segment avant le bol alimentaire et un segment après. Qu'est-ce qui se passe?
Donc, le segment œsophagien d'amont, c'est-à-dire ici, il va subir quoi? Donc, il va essayer de propulser le bol alimentaire. Donc, l'objectif, c'est de pousser le bol alimentaire tout au long donc, de l'œsophage. Donc, il passe donc, de la partie supérieure de l'œsophage à la partie inférieure. Alors, le segment œsophagien d'amont, il va assurer une contraction de sa couche circulaire, ce qui pousse devant elle le bol alimentaire. En même temps, il y a une relaxation de la couche longitudinale. Donc, c'est-à-dire ici, c'est le muscle lisse qui va travailler. Donc, il y a une contraction de la couche circulaire, mais il y a une relaxation de la couche longitudinale. Ça, c'est ce qui concerne le segment d'amont. Donc, il y a une contraction de la circulaire et un relâchement de la longitudinale. Alors que le segment d'aval, ici, donc on va assister au phénomène contraire, c'est-à-dire il y aura une relaxation de la couche circulaire pour que le bol alimentaire passe, mais il y a en même temps une contraction de la couche longitudinale pour raccourcir l'œsophage et faire avancer le bol alimentaire dans le sens caudal. D'accord? Donc, retenez bien que pour une onde péristaltique, on peut distinguer deux segments. Donc, un segment propulsif, d'accord, et un segment réceptif. Le segment propulsif, c'est le segment d'amont, c'est-à-dire avant le bol. Et le segment réceptif, c'est le segment d'aval, donc qui assure une relaxation de la couche circulaire pour accueillir le bol alimentaire contre une contraction de la couche longitudinale. Donc, ce qui se passe ici, c'est l'inverse de ce qui se passe ici. D'accord? Ça, ce sont les deux segments. L'un est propulsif, l'autre est réceptif. Et cette alternance harmonieuse des relaxations et des contractions est bien entendu contrôlée par le système nerveux entérique, c'est-à-dire le système intrinsèque, et permet la propagation de l'onde péristaltique tout au long du corps de l'œsophage. Donc, je vous ai dit, donc, une onde péristaltique est une onde propagée. Donc, au départ, donc, la contraction est là. Ensuite, il va passer à ici, il va passer ici. Donc, c'est-à-dire c'est une onde qui se propage. Donc, il y a contraction, relaxation, etc. Donc, ces mouvements-là sont contrôlés par le système nerveux entérique, c'est-à-dire le système intrinsèque, qui est le petit cerveau du système digestif, par son plexus méentérique d'Auerbach, situé entre les deux couches musculaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, il y a deux types de péristaltisme. Donc, il y a un péristaltisme primaire, c'est ce qu'on vient de citer. Donc, le péristaltisme primaire, c'est lorsque l'onde péristaltique prend naissance au niveau du pharynx. Donc, il est initié par la déglutition. C'est-à-dire, c'est quand on commence à avaler, donc en faisant contracter le pharynx, c'est cette onde-là qui se propage qui définit le péristaltisme primaire. Il débute par la propagation au sphincter supérieur de l'œsophage de la contraction pharyngée. Voilà, c'est la contraction pharyngée qui se transmet à l'œsophage. Ensuite, il poursuit tout le corps de l'œsophage. Donc, cette onde contractile donc, se propage à une vitesse de 2 à 4 cm par seconde et il est influencé par la nature du bol alimentaire, du bolus. C'est-à-dire, quand il y a ce qu'on mange est solide, par exemple, donc un bol alimentaire qui est quand même consistant, donc il y aura une forte contraction. Par contre, quand on décide d'avaler uniquement un produit liquide, donc cela ne va pas nécessiter une forte onde contractile. Le péristaltisme secondaire, par contre, il survient en dehors de la déglutition, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoirement le fait d'avaler qui déclenche ce péristaltisme, alors on parle de péristaltisme secondaire. Et d'ailleurs, il peut être provoqué à tout niveau par une distension du corps de l'œsophage. Donc, si vous avez, par exemple, une sténose œsophagienne, un corps étranger qui est bloqué au niveau d'une partie de l'œsophage, donc cela va il peut déclencher une onde contractile péristaltique, mais il s'agit d'un péristaltisme secondaire et non pas primaire parce qu'il n'est pas déclenché par la déglutition. La pression exercée par l'onde contractile dans ce cas-là est appelée pression de fermeture. Elle atteint 30 à 120 mm de mercure et bien entendu, il varie toujours en fonction de la consistance du bol et elle est plus puissante, plus rapide, plus longue dans l'œsophage distal que l'œsophage proximal. On va terminer
par la motricité du sphincter inférieur de l'œsophage, qui est une zone également de haute pression, donc c'est 15 mm de mercure, mais c'est haute pression est le résultat d'une activité myogène des cellules musculaires lisses, contrairement au sphincter supérieur. Le sphincter supérieur, c'était la contraction tonique du muscle strié. Maintenant, le sphincter inférieur, on a du muscle lisse, donc l'activité musculaire de ces cellules musculaires lisses, ainsi que les contractions diaphragmatiques, donc vous savez que le sphincter inférieur est proche donc de l'orifice diaphragmatique. Donc, tout ça va définir une haute pression qui siège au niveau du sphincter inférieur. Lors de la déglutition, donc la relaxation de ce sphincter, elle débute environ 1 seconde après la déglutition. Donc, une fois qu'on avale, 1 seconde après, donc il y aura une relaxation du sphincter inférieur afin de laisser la porte ouverte pour le bol alimentaire pour qu'il rejoigne l'estomac. Donc, cette relaxation elle dure 6 à 8 secondes. Et elle correspond à l'inhibition des fibres cholinergiques excitatrices, c'est-à-dire inhibition du vague, et à l'activation de l'innervation inhibitrice non adrénergique, non cholinergique, c'est-à-dire le VIP et le NO. Il y en a plusieurs facteurs qui inhibent le tonus du sphincter inférieur de l'œsophage. Il y en a certaines hormones, comme des hormones intestinales, comme la sécrétine, qui est sécrétée par les cellules S du duodénum, donc on va en parler quand on arrive dans l'intestin. La CCK également, donc la cholécystokinine, c'est une hormone intestinale. Ce sont des hormones de la sécrétion pancréatique. Donc ces hormones-là, ils inhibent le tonus du sphincter inférieur de l'œsophage. C'est la même chose pour le glucagon, donc l'hormone hyperglycémiante. Il y a certaines substances comme la caféine et les prostaglandines, il y a le chocolat, donc l'alcool, la graisse, la nicotine, donc tout ça, ce sont des facteurs qui favorisent l'inhibition du tonus du sphincter inférieur, donc la remontée du contenu gastrique et donc ce qui favorise les vomissements. D'ailleurs, quand une personne a un mal de transport, c'est-à-dire donc il y a certaines personnes, surtout quand on est jeune, donc quand on voyage, donc généralement on a tendance à vomir à chaque fois qu'on voyage parce que notre sphincter inférieur est inhibé. C'est pour ça donc il faut éviter de prendre donc le chocolat, il faut éviter de prendre un repas graisseux, il faut éviter donc d'assister à des personnes donc qui fument dans la voiture. C'est pour renforcer un peu la fermeture du sphincter inférieur, donc éviter sa relaxation, donc empêcher les vomissements. D'ailleurs, ce sphincter inférieur de l'œsophage peut être le siège des relaxations transitoires et c'est cela qui définit le mécanisme principal du reflux gastro-œsophagien, le fameux RGO. C'est très fréquent chez les nourrissons, donc ce sont des nourrissons qui vomissent souvent parce qu'ils ont un sphincter inférieur qui siège de relaxation transitoire. Donc, c'est-à-dire, de temps en temps, donc, ce sphincter, il va se relâcher sans raison et cela va engendrer le RGO. Alors, qu'est-ce qu'on préconise chez ces nourrissons-là? Donc, c'est d'incliner donc, leur matelas, c'est-à-dire au lieu qu'ils dorment sur un plan horizontal, donc il vaut mieux donc que soit incliné et fragmenter les repas, donc donner des petits repas. Donc, généralement, ça rentre dans l'ordre en avançant dans l'âge. Le RGO donc, est défini comme une remontée du liquide acide gastrique dans l'œsophage. Et comme symptôme qui définissent cet RGO, donc c'est des régurgitations acides, donc c'est des brûlures ascendantes rétrosternales, c'est ce qu'on appelle le pyrosis. Donc je vous remercie et